Bonjour tout le monde, Simon au micro et vous le savez, si je prends la peine de faire une petite parenthèse avant l'épisode, c'est que l'épisode qui suit en est un particulier. En fait, le but était et je vais vous laisser quand même découvrir l'expérience derrière, mais de commenter une partie, comme on commente un sport, en fait une partie audio de Conspiracy, un jeu que je ne connaissais pas d'ailleurs au moment où je me suis lancé dans la partie. Je viens de terminer d'écouter l'épisode en fait et j'enregistre ce message-là juste après. Je pense que c'est vraiment intéressant. Très. Il y a quelque chose là, en tout cas. Je crois que c'est une technique, une méthode qu'on va réutiliser dans le futur. Bien entendu, il y a plusieurs choses qui peuvent être améliorées. D'ailleurs, on avait une autre source de captation qui on captait les joueurs pendant la partie. Malheureusement, dû à un problème technique, on n'a pas pu récupérer ce son-là. Donc, on n'a pas vraiment le son des joueurs, on a seulement le son des commentateurs. Ça, c'est une petite chose qu'on va améliorer aussi dans le futur. Peut-être aussi aller chercher plus d'effets sonores, aller chercher un peu plus d'interactivité audio pendant l'écoute. Sinon, aller chercher des joueurs connus, des joueurs qui ont des grosses personnalités, ça je pense encore là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, Pierre-Marc et moi, on le sait, on est des très bons rivaux là, quand on joue à des jeux, donc je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. J'aurais aimé qu'on entende un peu plus nos voix pendant la partie. Donc je vous laisse là-dessus, c'est pas un épisode qui est très long, hein. Attendez-vous pas à un 2 heures comme on fait habituellement, c'est quelque chose qui s'écoute bien, qui est casual, et on a surtout JF et Pierre Poisson-Marquis, PPP7 en personne, qui commentent la partie, mais surtout qui parlent du jeu, qui parlent de comment on en est venu à jouer à une réédition multiple de ce jeu-là. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 6. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, on est encore 12 heures ludiques. On n'a pas bougé. 12 heures. 12 heures, c'est 12 heures. Hein? 12 heures, c'est long. C'est long. Mais on a un truc spécial. Là. Oh que oui, on a un épisode unique et spécial, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Non, surtout, non. Pas sûr qu'on refasse, mais c'était le fun à faire, par contre. C'est le fun. C'était le fun ou ça va être le fun? Ça va être le fun. Ça va être le fun. Donc, c'est ça, en fait, on va essayer de... on va pas essayer, on va jouer une partie de Conspiracy et des gens vont commenter la partie. On n'en dit pas plus, c'est une expérimentation, hein, les balados, c'est ça? C'est un terrain de jeu, comme dirait l'autre? Absolument, et on va jouer aujourd'hui. Moi et Pierre, nous allons commenter une partie. Tu vas être un des joueurs, Simon? Oui, je vais être un des joueurs. J'ai aucune idée c'est quoi le jeu. En fait, je m'apprête à me le faire expliquer là, dans quelques minutes. Là. On m'a signalé que c'est un jeu de Restoration Game, donc un vieux jeu. Ah ouais, qui je a savais été même pas. Okay. réédité. Donc, Restoration Game, c'est un peu ça leur brand. Là, ils prennent des vieux jeux et les rééditent. Donc, j'ai bien hâte de le voir. Moi, je ne le connais pas du tout. Alors, Pierre va être avec moi. On va en parler. On va expliquer les règles aussi. Et dès qu'on va avoir fini là, de parler un petit peu du contexte, on va embarquer sur... on va essayer de décrire en direct qu'est-ce qui se passe dans la partie. On sait, il n'y a pas d'image. Il va falloir que vous le visualisiez un peu. Mais on va essayer de faire ça pour que vous compreniez le concept. Je vous conseille peut-être d'aller voir au moins une image du plateau. Si vous voulez vraiment bien suivre ou comprendre un petit peu. Peut-être juste la base, parce qu'au moins avec une image, ça vous donne une idée de ce qui se passe puis les interactions, puisque ça va être beaucoup juste du déplacement sur le plateau principalement. Donc au moins, allez voir ça pour vous donner une meilleure idée. Mais c'est ça, on va essayer. Et bien entendu, merci aux 12 heures ludiques de nous avoir invités pour une deuxième année consécutive. C'est toujours le fun de venir ici. Cet événement-là grossit. Et je pense que c'est un événement qui est assez important pour le jeu au Québec. C'est un événement en plus qui est caritatif. Donc, il y a vraiment des portées plus grandes que le jeu. Donc, très, très cool. Bravo tout le monde. Félicitations. Super, on est prêt? On y va! On y va! OK, bonjour. Alors, nous sommes présentement aux 12 heures ludiques et nous sommes présentement devant une partie de Conspiracy. Et oui, aujourd'hui, particularité dans l'émission, nous allons parler avec aujourd'hui à côté de moi Pierre Poisson-Marquis.
Salut, salut! Salut, salut! Alors, bien content de te retrouver. En fait, nous sommes encore au 12h ludique, comme je disais, et nous faisons un petit test, un nouvel type d'émission que nous voulions tester, c'est commenter un jeu, une partie en cours sur les ondes, en balado. Et pour ce faire, Pierre va m'accompagner et nous allons observer 4 joueurs. Donc, Simon Jutra, forcément, qui est là comme joueur. Nous avons Pierre-Marc, François et Francis. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons, premièrement, parler un peu du jeu, vous expliquer un peu les règles et nous allons commenter en direct les actions des différents joueurs. Alors, Conspiracy, si je ne me trompe pas, c'est un vieux jeu qui a été réédité. C'est bien ça, Pierre? Oh que oui! Yes. C'est un jeu qui n'est pas du tout jeune qu'on a là. L'édition qui est sur la table, elle date de cette année. Mais on parle quand même d'un jeu qui date de sa première édition en 1973. Et à cause de ça, c'est devenu un classique parce que c'est un jeu qui n'a pas été réédité juste une fois, comme l'édition qu'on a présentement. Elle a été rééditée quand même pendant tout le long de ses 40 années d'existence et plus. Elle a été rééditée au moins 3 ou 4 fois. OK. Et donc, c'est en ce sens que le jeu est un classique. Je dirais que le jeu a porté le nom aussi de Casablanca en 1991, sorti chez Amigo. Et ça s'est même rendu au nominé pour les Spiel. En 91? En 91, effectivement, avec le thème de Casablanca. Maintenant, ce jeu-là, quand il s'appelait Casablanca, pouvait se jouer jusqu'à 8 joueurs. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas tout à fait les mêmes que la version qu'on a présentement parce que, les temps étant ce qu'ils sont devenus, les gens sont friands de plus de piquant dans un jeu, plus de variété. Alors, les pouvoirs spéciaux qu'on a dans les personnages de Conspiracy n'étaient pas présents dans les autres éditions d'avant. On a eu aussi une édition en 2007 par Argentum Verlag. Argentum Verlag, qui est un éditeur qui nous a donné, entre autres, Ansa Teutonica. Je disais donc, oui, Argentum Verlag avait fait rééditer le jeu en 2007, qui avait donné ça, il avait donné une couleur des chevaliers table ronde à ce moment-là. On appelait ça la quête du Graal, le jeu. Et c'était des chevaliers qui allaient chercher le Graal au milieu de la table. OK, il a connu pas juste des rééditions, mais des changements de thématiques, des changements de règles, de structure. Oui. Et là, avec ce jeu, donc sorti, comme tu disais, l'année passée, à peine un an, c'est fait par Restoration Game, Oui. compagnie qu'on sait qui reprennent ce genre de vieux jeux un peu classiques, un peu emblématiques, je dirais, de cette époque-là, 70, 80, 90, et qui les remettent un peu au goût du jour, ils remettent un beau visuel. Et donc, avec cette version-là, on est vraiment retourné vers le jeu de 1978, là, plus proche du jeu d'origine, ou on est plus proche de... Oui, on est beaucoup plus proche du jeu d'origine. Comme je disais, le jeu d'origine n'avait pas de pouvoirs spéciaux avec les personnages. Il n'y avait pas non plus de ligne de chemin de fer dans le jeu d'origine. Mais il y avait quand même tout le reste qui était là, c'est-à-dire des agents secrets qui sont de partout dans le monde et qui doivent aller chercher une mallette secrète. C'est essentiellement ça, la même chose, oui. Et puis, je dirais aussi que le jeu, en tant que tel, à l'origine, avait des petites sculptures en guise de pion. Ça faisait quand même une petite sculpture en bois? Non, en plastique. OK. Mais c'était quand même un beau jeu, là. Le Conspiracy de l'origine avait quand même quelque chose d'attrayant, là. C'était une belle production pour l'époque. Et puis, je dirais que c'est à cause de ça, finalement, qu'il a capté l'œil, notamment. C'était Milton Bradley, en fait, qui faisait la fameuse... Milton Bradley, la fameuse compagnie principalement compétitrice de Parker Brothers, pour ceux qui sont moins jeunes, qui nous écoutent. Il y avait Milton Bradley et Parker Brothers, c'était les deux compagnies de jeux qui faisaient des jeux de société dans les années 70-80. Et c'était Milton Bradley qui avait fait Conspiracy. Milton Bradley mettait le paquet dans le matériel quand il voulait faire des jeux, des fois. Et ils ont bien réussi. Conspiracy, vraiment, c'est le classique de son créateur. C'est M. Solomon, Eric Solomon, qui a fait ce jeu-là. Créateur qu'on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui. C'est le nom, en fait, de Solomon File de cette édition-là, fait référence à lui. C'est un clin d'œil à lui, c'est pour lui rendre hommage. C'est longtemps qu'on entend plus parler parce que le monsieur est rendu à 84 ans, alors
il a le droit à son repos. Mais Est-ce qu'on le connaît d'autres jeux de lui, peut-être qui ont été plus populaires? Oui, mais c'est tous des jeux, malheureusement, qui sont rendus assez vieux. Très peu de jeux, à part son Conspiracy, ont été réédités. Ouais. Mais ces vieux jeux qu'il a fait dans les années 70, parce que c'était vraiment ça sa période, ils ont connu vraiment des beaux succès. C'est des jeux très purs, très simples et très efficaces. Monsieur Solomon est un mathématicien de formation, doctorat, consultant en mathématiques. On peut pratiquement dire que c'est le Alex Randolph des années 70. Parce qu'il a cette même approche pour faire un jeu, c'est-à-dire qu'il fait toujours des jeux avec des règles très épurées, mais très efficaces et élégantes. Ces jeux ont souvent été des jeux à deux, abstraits. On pense par exemple à un jeu qui s'appelle Heil, où est-ce qu'un joueur joue le rôle du chaos et l'autre joue le rôle de l'ordre. Le joueur du chaos va mettre des pièces rondes sur un damier. Et ça va être des pièces de toutes sortes de couleurs. Le joueur de l'ordre, lui, doit les déplacer ensuite pour essayer de faire des rangées ou des colonnes de couleurs différentes. Et plus elles sont différentes, plus ça vaut des points. Le chaos, lui, ne veut pas que ça arrive. C'est simplement ça. Il a été aussi nominé pour le tout premier Spiel de CRS, M. Solomon, en 1979 avec un jeu qui s'appelle Alaska, qui s'était édité chez Ravensburger. Un des tout premiers jeux d'isolation, c'est-à-dire un jeu où on a des morceaux du plateau qui disparaissent, qui fondent. Parce qu'on est des gens en expédition dans l'Alaska, dans ce jeu-là, et on va essayer d'aller chercher des containers qui se traînent sur une île, mais l'île est entourée d'une banquise de glace, et à mesure qu'on va sur l'île pour aller chercher les containers, les ramener à notre point de départ, la banquise de glace commence à fondre. Alors, il faut gérer cette réalité-là. C'est un jeu, je pense que s'il avait une réédition aujourd'hui, pourrait facilement être modifié comme Conspiracy pour avoir des fans. Ben, j'aime vraiment beaucoup la démarche de cette compagnie, là, Restoration Game, qu'on a pu voir, qui ont fait Fireball Island. C'est quoi l'autre? Thief? Oui. Stop Thief aussi. Oui. Stop Thief, et puis ils sont en voie de rééditer un autre jeu qui est devenu culte des années 80, à l'époque où les bidules électroniques commençaient à être dans nos jeux de société parce que les jeux vidéo commençaient à être menaçants pour l'industrie. On appelle ça Dark Tower, ce jeu-là, et ils vont appeler ça Return to Dark Tower, ou Beyond Dark Tower, je pense. Et ce jeu-là, dans les années 80, faisait sensation parce que c'était littéralement un mini-ordinateur qui était dans le jeu, qui jouait le rôle d'un maître de jeu qui nous expliquait qu'est-ce qui se passait dans un gros donjon qu'on explorait. OK. Ça, c'est leur prochain projet, c'est ça? C'est leur prochain projet, oui. Ben, ce qui est le fun, c'est que les bidules électroniques de nos jours sont faciles à adapter avec tous les applications mobiles, tout ça. On a pu voir avec Stop Thief, là, que c'était un gros genre de machine bidule. On remplaçait ça avec une application qui te permet d'avoir plusieurs types de gameplay différents. Oui. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi de pouvoir mettre à jour à ce niveau-là. Après ça, avoir un petit bidule comme ça, c'est toujours excitant, mais ça reste que... Bon, ben, on a des techniques plus efficaces maintenant de nos jours. Fait que j'aime beaucoup leur idée là, de faire ça. Oui. C'est quoi le jeu de course aussi que j'ai beaucoup aimé? Downforce. Il y a réédition d'un autre jeu qui a été multiples fois réédité et qui date aussi de 1974, Top Race, premier jeu que Wolfgang Kramer a inventé. Qui a été réédité en plusieurs versions, encore une fois, là, plusieurs noms et tout ça, jusqu'à à quelques années là, où Reproduction Game ont refait là, le travail dessus et changé un petit peu les règles, mais c'est toujours aussi un travail de visuel, toujours un travail de rebranding du jeu un peu superbe travail. Donc, je pense qu'on va commencer un petit peu peut-être à parler des règles du jeu là, pour vous mettre dans le bain de cette explication et de ce commentaire du jeu. Donc, peux-tu commencer? C'est quoi le but là, de ce jeu-là, Conspiracy, Pierre? Ben, le but de Conspiracy, c'est assez particulier. C'est un jeu où les pions sont des pions qui peuvent être déplacés par tout le monde. Ils représentent tous des agents secrets qui doivent tous se rendre vers le centre du jeu pour aller chercher une mallette secrète. Et l'agent secret qui va aller chercher la mallette secrète et qui va le ramener à son point de départ va être l'agent secret qui va gagner. Maintenant, est-ce que l'agent secret qui va ramener cette mallette vous appartient? C'est ça qui est toute l'astuce du jeu. Parce que les joueurs, pendant la partie,
l'idée géniale de ce jeu-là, c'est que pendant la partie, les joueurs peuvent s'approprier les pions. Et ils peuvent aussi essayer de compétitionner avec les autres joueurs pour s'approprier les pions. Et ils font ça avec de l'argent qu'ils vont déposer secrètement en arrière d'un paravent sur les portraits des agents secrets. Et quand un joueur va vouloir déplacer un agent secret, il se peut qu'il ne puisse pas le déplacer parce qu'un autre joueur va pouvoir le contester et lui dire « Moi, j'ai mis tel montant d'argent sur cet agent secret-là. Si tu n'en as pas mis plus, tu peux pas le déplacer. » Et là, à ce moment-là, l'autre joueur va devoir faire d'autres choses. Et éventuellement, aussi, l'astuce, c'est que si vous avez mis un paquet d'argent énorme sur un agent secret, vous donnez évidemment probablement celui qui va toujours avoir le droit de déplacer cet agent secret-là. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi éliminer des agents secrets. Et si on élimine un agent secret sur lequel vous avez mis la moitié de votre fortune que vous avez reçue au début de la partie, ben, c'est très dangereux pour vous parce qu'après ça, il vous reste seulement la moitié de votre fortune. Et l'argent qu'on assigne aux différents agents secrets il reste là. On peut plus le retirer après. Là, donc oui, forcément, parce que sinon le défi ne serait pas là. OK, donc c'est un genre de jeu de bluff. Donc, juste pour vous expliquer le plateau un peu, on a un plateau, c'est un peu la map du monde avec juste peut-être une vingtaine de pays. Il y a 6 pions, donc ils représentent les agents. Et les 4 joueurs ont chacun leur pays là, dans le coin des plateaux. C'est le pays, là, la ville vers laquelle ils doivent ramener le briefcase. Donc ça, c'est le plateau. Dans un tour, les joueurs peuvent soit déplacer ou essayer de déplacer un agent. Ils peuvent aussi donner de l'argent pour essayer de les acheter aux agents. Oui. Il y a une autre option? Ils ont leurs pouvoirs spéciaux. Chaque agent secret a un pouvoir spécial. Dans cette version-là, comme on a dit, c'est une version revue et corrigée du classique. Chaque agent secret, donc, peut utiliser des pouvoirs spéciaux. Comme un agent secret, son pouvoir, ça va être de pouvoir attirer la valise sur lui si la valise est dans une ville adjacente à lui. Un autre agent secret, lui, va pouvoir la projeter dans une ville adjacente. Donc, ça peut être efficace quand l'agent secret est à côté de sa ville où il doit ramener la valise. Un autre agent secret, lui, va pouvoir prendre un train gratuitement parce qu'il y a des lignes de chemin de fer là-dedans qui peuvent vous permettre de vous déplacer plus rapidement. Mais le problème, c'est que ça va être la seule chose que vous allez pouvoir faire. Là, qu'un agent secret a un pouvoir, lui, de prendre le train facilement. C'est en fait ça. Je ne dis pas tous les pouvoirs qui existent, mais il reste quand même qu'on peut utiliser des pouvoirs quand on va utiliser les agents secrets. Principalement, on déplace, on utilise un pouvoir d'un agent ou on donne de l'argent secrètement là, à un agent. En fait, c'est ça. Vous avez le choix entre mettre de l'argent ou soit déplacer un agent. Ou, bien sûr, assassiner un agent. Et quand un joueur dit « je déplace un agent », ben, tous les joueurs vont avoir la chance de le challenger sur ce... Oui. Même chose si on essaie d'éliminer un agent. Parce que éliminer un agent implique que c'est l'agent qui élimine l'autre agent qui doit être contesté parce qu'un autre joueur a mis plus d'argent sur cet assassin-là. Et ce faisant, va peut-être l'empêcher de faire son assassinat. Super. Donc, la partie est déjà bien entamée, en fait. Ce qu'on peut voir ici sur le plateau, c'est que Pierre-Marc, son objectif est de ramener le briefcase à Glasgow et le briefcase est vraiment proche à Londres, donc avec un agent mauve. C'est quoi l'agent mauve, son pouvoir? L'agent mauve, son pouvoir, il peut se déplacer plus vite, l'agent mauve. C'est ça son pouvoir, en fait. Il peut se déplacer de 2 villes au lieu d'une. Ce qui en fait quand même un agent très redoutable. Et c'est pour ça que parfois, on va vouloir l'arrêter assez vite. Mais il ne peut pas se déplacer de faire son pouvoir s'il y a le briefcase. Non, ça? Effectivement. Okay. Donc, quand même une menace ici. Là, on est assez proche. Spyglass, qui est l'agent mauve, près de Londres avec le briefcase. Et un enchère commence. Pierre-Marc est à 9. Simon semble au 10. Une relance des enchères pour déplacer Spyglass à Paris. Donc, l'éloigner un petit peu là, de la ville de Pierre-Marc. De la grosse réflexion.
Oh! Et Simon remporte sa C'est mise. une riposte assez efficace, quand même. Et comme Pierre-Marc a fait un challenge, challengé Simon sur le déplacement et a perdu son challenge, il va perdre le prochain tour, en fait. Oui, il tout aura à une fait. petite C'est la pénalité, effectivement, quand vous risquez de faire un défi. Vous avez, si vous perdez le défi, vous perdez votre prochain tour. Donc oui, ça vaut la peine de défier les gens pour essayer de s'assurer qu'ils ne trichent pas, ils n'en profitent pas trop, mais forcément, il y a une conséquence si nous nous sommes trompés. Ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'il y a 20 tours au jeu. Oui, effectivement, En fait- c'est une chose qui a été ajoutée aussi à la version classique, les 20 tours au jeu, parce que ça pouvait traîner en longueur parfois. Et ces 20 tours-là, lorsqu'on atteint le 20e tour, il y a un dé qui est lancé avec une face spéciale qui illustre le docteur Salomon pour encore rendre un hommage à l'auteur du jeu. Et si le dé est lancé et la face du docteur Salomon apparaît, le jeu est terminé sur le champ. Et personne gagne. Ouais. C'est Dr. Salomon qui gagne. L'auteur. L'auteur du jeu, oui. Donc, petit déplacement ici de l'agent Mauve qui est rendu à Barcelone, donc se rapproche dangereusement de la ville de Simon. Oui. En Algérie, donc très très proche. Et l'agent vert. Ah, l'agent vert. Wow, qu'est-ce qui s'est passé Le là? pouvoir de l'agent vert est aussi très efficace parce que l'agent vert a le pouvoir d'attirer la valise sur lui si la valise est dans une ville adjacente. Alors, ce qui vient se produire, c'est que Pierre-Marc a déplacé l'agent vert pour aller dérober la valise à l'agent mauve que Simon avait repris sous son contrôle et qui était sur le point d'amener la valise dans sa ville. Ouais. Alors, Pierre-Marc a riposté avec un joli coup. Agent vert qui a été volé la valise à l'agent mauve. Et là, c'est encore Pierre-Marc qui semble avoir le contrôle de la valise. Il est à 2 villes de ramener la valise chez lui. Donc, la valise se trouve surtout dans l'Ouest. Hein? On la retrouve à Paris. Est-ce que dans une situation comme ça, les autres joueurs ont toujours une chance de l'emporter? Est-ce que c'est vraiment trop loin, trop difficile de ramener la valise de l'autre côté du plateau? Ben, ça peut faire des bons revirements de situation, justement à cause des pouvoirs qui ont été ajoutés au personnage. Les choses peuvent prendre des tournures assez dramatiques parfois. Et j'imagine que le joueur qui est à Athènes et le joueur qui est à Moscou, donc à l'est du plateau, ont intérêt à peut-être même s'entraider pour ramener le briefcase de leur côté. Oui, c'est pas impossible de faire des alliances dans ce jeu-là, mais c'est tellement précaire qu'il ne faut pas trop non plus s'y fier. Donc, l'agent jaune qui se déplace à Londres. Donc, Simon... L'agent jaune, donc, qui est aussi un agent très rapide. C'est aussi un agent qui peut se déplacer très rapidement. Alors, à cause de ça, il essaye de bloquer l'agent vert présentement. Donc, Simon fait un déplacement de l'agent bleu de Venise à Zurich et se rapproche sur la même case que l'agent rouge. Nous voyons l'agent jaune à Londres. Est-ce que tu vois quelque chose qui peut se faire là? Donc, au nord, nous avons Glasgow. En dessous, nous avons Londres avec l'agent jaune. Et en dessous, nous avons Paris avec l'agent vert et le briefcase. Oui. Présentement, là, c'est assez difficile à voir comment cette partie-là peut se terminer. Parce que on fait remarquer que les premiers investissements d'argent sont très importants dans ce jeu-là parce que c'est vraiment avec ces investissements-là qu'on va ensuite déterminer comment on peut maîtriser la partie. C'est très logique. L'argent qu'on a, on est très limité au départ. Il faut la répartir de façon très sage, mais pas trop vite. Regarder où se déplacent les agents, puis il y en a des agents qui vont, j'imagine, devenir plus pertinents dans la partie, d'autres qui vont être moins utilisés. Donc, Ah oui, tout à fait. Super. Donc, bien investir en début de partie. Premier conseil de nos joueurs ici. Alors, ça a l'air tendu, là. Les gens, ils regardent le jeu, ils sont mal. Simon un peu plus. Je pense qu'il va probablement tomber de sa chaise bientôt. Ou faire tomber son paravent, ça c'est classique. Oh, Pierre-Marc a un nouveau challenge. Mais ce n'est pas Simon. Le challenge a été échoué. Pierre-Marc conserve le contrôle de son agent. Il avait investi quand même 8 pièces d'or ou d'argent, en fait, sur son agent. Une somme quand même considérable.
Oui, j'imagine. On commence avec, je pense que les joueurs commencent avec 30 pièces. Oui, exactement. 8. Donc, on est presque au tiers. C'est presque au tiers, là. C'est pas peu. Et ça, c'est l'agent vert. Oui, l'agent. Qui se rapproche de Glasgow. Ah, on a fait une tentative d'aller voler la valise de l'agent vert avec l'agent bleu, mais le problème, c'est qu'on s'est trompé de pouvoir parce que l'agent vert qui attire la valise vers lui, l'agent bleu, lui, il la pousse. Repousse. Alors, on a peu d'effet là, pour Francis ici qui vient de déplacer l'agent bleu. On semble vers. Ça a l'air d'être ça va être difficile. Résolu, hein? Ouais, ça va être difficile là, pour les autres. Pierre-Marc est sur le point de l'avoir avec une valise qui est à côté de sa ville où il doit ramener la valise. C'est une tentative, je crois, d'assassinat de l'agent vert. Non, c'est l'agent jaune plutôt qui est allé chercher la valise à l'agent vert sur la même ville et qui est parti avec. Donc Simon qui déplace l'agent vert. Très rapide, mais moins rapide avec la valise. Maintenant, l'agent jaune doit se diriger vers la ville que, je pense, le joueur qui contrôle l'agent jaune veut le diriger, c'est-à-dire Simon. Encore une fois, Simon qui reprend le contrôle, mais pour combien de temps? Ouais, ça a l'air très tendu. En fait, avec son agent jaune... Simon vient de rebouger l'agent jaune sans la valise. Téméraire déplacement ici. On ne sait pas c'est quoi la stratégie de Simon, mais la valise est maintenant toute seule sur la ville où l'agent bleu... La stratégie de Simon, c'est le chaos, toujours le chaos. Mais donc, avec son agent, donc, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a déplacé l'agent jaune de Londres à Paris et a laissé la valise à Paris. Et pour utiliser son pouvoir à l'agent jaune, qui est de se redéplacer après. Oui. Donc, ce pouvoir ne peut pas être utilisé s'il il a la valise, mais il peut laisser la valise où il est et déplacer l'agent par là-dessus. C'est ce qu'il vient de faire. Oui. Donc, stratégie chaotique, comme d'habitude. On voit qu'il suit son plan de match habituel. C'est bien parfait. Donc, beaucoup de discussions. Simon qui essaie d'influencer les autres joueurs, forcément. Influencer leur mouvement, leur action. Mais c'est très tendu, là, le briefcase qui est en plein milieu entre les deux villes, entre Glasgow et Alger, donc entre Simon et Pierre-Marc. Très, très tendu. Nous sommes présentement au 10e tour. Nous sommes au 10e tour du jeu. Oui, la moitié de la partie déjà est atteinte. Ce n'est pas un jeu qui dure une éternité, Conspiracy, c'est la beauté de ce jeu-là aussi. C'est un jeu qui rentre dans les temps de façon très, très raisonnable. Si on prend plus que 45 minutes, parce que franchement... On a pris notre temps. Ouais. En même temps, il a l'air d'avoir beaucoup de réflexion. Moi, j'ai jamais joué. Hein. On me l'a montré, on vient de me montrer, puis là, je commande, mais j'ai jamais joué. Ça a l'air assez tendu comme jeu. L'aspect de bluff... ça a l'air d'être un peu le centre un peu du jeu. Ah, certainement. C'est du bluff à l'état pur. Il y a une bonne poker face à avoir si on veut gagner dans ce jeu-là. Mais en même temps, il faut bien maîtriser les agents et leur pouvoir. Parce que cette petite touche de plus qu'ils ont amené dans l'édition... Bien comprendre les interactions avec leur pouvoir puis les possibilités avec ça. Voilà. On vient de déplacer l'agent mauve qui a le pouvoir de déplacer d'autres agents autour dans des villes adjacentes. Qui se retrouve à Paris avec la valise. Oui. Et l'agent bleu, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais c'est rendu à Rome pour ses vacances. Je pense que c'était le temps de ses vacances, donc Rome pour l'agent bleu. Donc, Roulette étant l'agent vert. L'agent vert, une proposition aller à Paris par Pierre-Marc. Est-ce qu'il y aura un challenge? Est-ce que d'autres personnes... On sait que, oui, on a mis au moins 8 sur l'agent vert. Est-ce que Pierre-Marc aurait mis plus que 8 sur l'agent vert? Francis challenge. Alors, Francis a dit 8 pour avoir l'agent vert. Est-ce que Pierre-Marc aurait osé mettre plus que 8? Oh, Pierre-Marc a mis le tiers de sa fortune sur l'agent vert. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut bluffer à la baisse, mais on peut pas bluffer à la hausse. Donc, quand Pierre-Marc dit 10, c'est qu'il y a au moins 10. Il n'y a pas moins. Exactement. On peut pas dire un numéro plus haut. Mais Pierre-Marc a perdu le challenge, encore une fois, parce que Francis a dit qu'il y avait 11. Donc, vous voyez, cette mécanique nous donne de l'information sur ce que les gens ont fait et puis leur décision. Nous savons maintenant que Pierre-Marc a au moins 8, 9 même sur l'agent vert. Voilà. Donc, ça nous donne des pistes à suivre, à voir quel choix stratégique nous allons faire. Est-ce qu'on va essayer de le challenger, donc mettre plus d'argent, comme Francis semble avoir fait. Il déplace maintenant l'agent vert vers une ville adjacente.
Oui. Agent vert encore, qui s'appelle Roulette, qui est rendu maintenant... À Bruxelles. À Bruxelles. Donc, Et attire la valise de l'agent mauve à Bruxelles vers lui. Que Donc, c'est sournois. Parfait, beau move. En tout cas, les joueurs de l'Est doivent travailler un petit peu, pédaler pour ramener la valise plus de leur côté. C'est un premier move dans cette direction. On va voir la suite. Il y a une alliance précaire qui se fait entre Pierre-Marc et Simon. On sait à quel point c'est précaire, les alliances avec Simon. Toujours très précaire. Oh, on a discussion ici de assassiner l'agent vert. L'action d'assassinat, ça semble être une action qu'on ne fait pas souvent. Non, parce dans que le jeu, ça coûte cher. Hein, ça coûte cher, puis c'est quand même radicalement bouleversant dans le jeu quand on le fait. Donc, je pense qu'il faut c'est un pensée si bien quand on le fait, disons. Là, il y a des discussions, là, il y a un plan, il y a une alliance qui a l'air de se fermer là, pour... Déplacement de l'agent mauve sur Bruxelles. Déplacement de l'agent mauve, probablement pour faire une tentative d'assassinat sur l'agent vert. Oh. Simon vérifie si tout le monde peut le surpasser dans le contrôle de l'agent mauve. Et là, il y a Francis qui, on se rappelle, avait mis 11 sur l'agent vert. Il ne sait pas s'il va laisser ça faire, parce qu'on sait que Francis a le contrôle de l'agent vert et que si l'agent vert se fait assassiner, Francis a perdu le tiers de sa fortune. Oui, au moins 11. Alors, Francis, maintenant, est prêt à dévoiler sa fortune sur l'agent mauve pour empêcher que l'agent vert se fasse assassiner. On dit 3 côté Francis, 4 Simon. Simon est rendu à 6. Et voilà. Oh, on sait C'est maintenant fait. que Francis avait placé 5 de fortune sur l'agent mauve. Ouais, parce qu'il aurait continué s'il y avait eu Exactement. plus. Hein. Donc, Francis a placé la moitié de sa fortune sur l'agent vert et l'agent mauve. Mais là, Simon a amené l'agent mauve vers l'agent vert dans le but de l'assassiner. Et là, Francis se fait prendre, comme on dit bien dans le jargon de chez nous, les culottes baissées. Roulette est morte. L'agent vert est maintenant assassiné parce que Simon a fait un Simon de lui-même. Il a pris le contrôle de la valise en faisant un gros coup de jarnac à Francis. Il a contrôlé l'agent mauve pour assassiner l'agent vert. Ben, je pense que c'est un bon move, hein, dans le fond, surtout quand on sait que Francis avait autant d'argent sur ces agents-là. Je pense que ça devient des cibles. Hein. C'est pour ça qu'on essaye, qu'on dévoile pas nécessairement tout de suite le montant total. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on veut toujours dire le plus petit. Puis s'il y a quelqu'un qui nous challenge, ben, on va être obligé d'augmenter. Ben, mais voilà. on essaye de quand même garder notre somme secrète pour pas donner trop d'informations aux autres joueurs. Mais l'information va se partager quand même. Et ici, nous avons l'agent jaune qui se déplace de Londres à Bruxelles. Donc, retrouve l'agent mauve avec la valise. Donc, c'est le retour de l'agent mauve à la valise, contrôlé par Simon, faut-il le dire, qui a une fortune assez colossale, je pense, de 8 au moins sur l'agent mauve. Rappelons-le, tout le monde. Peut-être une future cible, hein? Donc, qui a fait le mouvement l'agent mauve vers Paris avec le briefcase. Pierre-Marc... Bon, maintenant, on essaie d'amener l'agent bleu à Paris par train, et c'est réussi. C'est Pierre-Marc, réussi. maintenant, vient de confirmer que les alliances sont précaires avec Simon. Oh là là! Puisqu'il a pris l'agent bleu, il l'a avancé à Paris, il a utilisé le pouvoir de l'agent bleu pour propulser la valise en dehors des mains de l'agent mauve. La valise est maintenant à Londres, toute seule, sans aucun agent autour. Elle est directement à côté de Glasgow, qui est finalement la ville que Pierre-Marc essaie d'atteindre avec la valise. C'était un très bon move, en effet. Ah oui! Et là, on y va pour le coup fatal. Pierre-Marc tente d'amener le magicien, c'est-à-dire l'agent bleu, à Londres, dans le but de propulser la valise à Glasgow immédiatement après l'arrivée de l'agent bleu. Si Pierre-Marc réussit le contrôle de l'agent bleu, Il gagne la partie. Oui. Il a mis 7. Est-ce qu'on le conteste? Pas de contestation, Simon, Personne pas de ne peut contestation. contester. Et c'est la victoire! Voilà, victoire C'est la de victoire. Pierre-Marc avec une fortune de 7 sur l'agent bleu qui a été utilisée pour propulser la valise. Maintenant, tout le monde dévoile leur fortune, voir un petit peu... Et on révèle maintenant les fortunes de tous et chacun. Simon a joué comme un pied, bien sûr. Félicitations, Ouais, félicitations. à Pierre-Marc.
Alors, c'est la fin de la partie, Pierre. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Super pertinent, Ouais, les commentaires, Bien sûr, bien sûr. l'information Ça sur fait le plaisir jeu. Donc, c'était une première tentative de commentation, de commentaires de jeux de société en live. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On va probablement réessayer l'expérience. En fait, de mon côté, c'était vraiment le fun. On va regarder ça et on va en parler. OGF, quelle histoire c'était. Quel game, c'est le fun. Ça me donne envie de jouer en tout cas. Ouais, puis c'est dur de savoir cet épisode-là va avoir l'air de quoi sans le montage, parce que ça va en requérir un peu, mais t'as-tu un bon feeling? Moi j'ai joué, fait que j'ai rien vu. Écoute, moi j'ai aimé ça. Ok. Commenter, c'était le fun. Il y a eu, j'ai un bon feeling. C'est sûr qu'il y a des moments où on essayait de. Il y avait un peu de blanc parce qu'on essayait de comprendre, d'écouter ce qui se passait autour de la table, comprendre les interactions pour pouvoir les décrire. Fait que c'était ça, là, à voir comment je pourrais améliorer peut-être ce côté-là. Mais c'était vraiment le fun pour une première expérience. Je suis pas un pro, mais j'aimerais ça le refaire. Ben, j'ai bien l'impression qu'on va avoir la chance de refaire cette expérience-là. Sinon, c'est la fin, là. Ça fait 12 heures. 12 heures qu'on est ici. On J'en n'a pas fait perds 12 épisodes, hein, au moins cette on n'a fois-ci. pas fait 12 épisodes. C'est un peu décevant, mais on espère que vous avez apprécié l'expérience. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Ciao!